On vient de vivre les journées les plus chaudes de notre histoire. Avec une moyenne jour-nuit à 30 degrés, le mercredi 24 juin a établi un nouveau record de chaleur en France. Et cette semaine encore, une nouvelle vague de chaleur a déferlé sur la France, soit la 3e canicule en seulement un mois et demi. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire. Les vagues de chaleur vont se multiplier dans les prochaines années. Les activités humaines ont provoqué une augmentation de la température moyenne mondiale, 1,4 degré en 2025. Météo France a recensé 25 vagues de chaleur entre 1947 et 2010. Contre 26 rien que ces 15 dernières années. D'ici 2050, Météo France prévoit un réchauffement de 2,7 degrés dans l'Hexagone et le nombre de jours de vagues de chaleur sera multiplié par 5. Mais nos villes, nos infrastructures, nos écosystèmes ne sont pas faits pour supporter ces températures caniculaires. Une question se pose, est-ce qu'on pourra survivre dans un monde qui brûle ? Pendant la canicule, au mois de juin, ces images de Français qui dormaient sur leur balcon ou même sur l'herbe dans un parc ont tourné partout. Ils cherchaient à fuir leurs logements qui sont devenus de vraies fournaises. En France, un logement sur 3 est une bouilloire thermique, mal adaptée aux chaleurs extrêmes, selon la Fondation pour le logement des défavorisés. Selon une étude, près d'un logement sur 2 ne sont pas pleinement équipés de volets, pourtant indispensables pour éviter la surchauffe. Bref, le constat est clair. Le bâti est inadapté aux vagues de chaleur, et particulièrement en ville. Les villes ont leur propre microclimat, et en période ensoleillée, et typiquement en période caniculaire, elles vont surchauffer en journée, et la nuit, elles ne vont pas se refroidir. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des écarts de température la nuit entre une ville et la campagne de facilement 5 degrés. Ce sont les fameux îlots de chaleur urbains. Le soleil va chauffer les matériaux urbains pendant la journée. Donc, typiquement, tout ce qui est bitume, béton, tuiles, etc., ardoise. Et donc, ces matériaux accumulent de la chaleur et la restituent pendant la nuit. C'est à Paris que le phénomène est le plus marqué, puis vient Grenoble en 2e position. Alors, comment lutter contre la chaleur ? En juin, beaucoup de Français ont opté pour la clim, jusqu'à la rupture de stock dans les magasins. Le parti écologiste, longtemps critique de la climatisation, la considère aujourd'hui comme l'une des solutions d'adaptation face aux canicules, même si elle aggrave le phénomène de chaleur selon Marine Tondelier. La clim qui n'était pas nécessaire il y a quelques années, le devient. Est-ce que ça règle tout ? Non. Quand vous aurez des pics à 45-50 degrés, ça va arriver dans quelques décennies en France, vous n'allez pas vous balader avec un climatiseur portable autour du cou. Le problème, c'est que la clim participe directement au réchauffement climatique à cause de sa consommation en énergie, mais aussi et surtout à cause des gaz réfrigérants qu'elle utilise. En plus de tout ça, elle rejette la chaleur des logements vers l'extérieur où il fait déjà bien trop chaud. À Lyon, une modélisation du quartier de la Buire en 2025 a montré que la température de l'air pouvait augmenter localement de 1,75 degrés. Alors les experts préconisent plutôt des solutions sobres comme l'installation de volets, de stores ou encore de ventilateurs de plafond. L'installation de réseaux de froid urbain est aussi envisagée. C'est un réseau qui utilise de l'eau froide en circuit fermé et la fait passer sous les bureaux, les commerces, les hôtels pour refroidir les bâtiments. À Paris par exemple, l'eau est puisée dans la Seine, elle maintient au frais certains bâtiments comme l'Assemblée nationale ou le Louvre, puis est rejetée dans le fleuve. Ces systèmes existent aussi dans nos régions, à Lyon, Annecy ou encore Grenoble. Mais aujourd'hui, ces réseaux desservent surtout des bâtiments collectifs et ne touchent presque aucun logement de particulier. Le GIEC évoque également d'autres solutions passives, comme la renaturation ou le fait de recréer des espaces de nature en ville. Les parcs peuvent parfois être plus frais que les quartiers juste avoisinants, de 4 à 5 degrés. Une autre solution envisagée pour refroidir la ville serait de peindre les bâtiments ou les routes en blanc. Mais ce n'est pas non plus la solution idéale. En journée, on va être potentiellement plus inconfortable, même si la température de l'air est un petit peu plus faible, parce que justement, il y a tout ce rayonnement qui est renvoyé, qui lui est intercepté par le corps humain. Alors pour agir rapidement face à ces canicules à répétition, il va falloir mener toutes ces solutions de front. On ne peut pas avoir juste la solution miracle qui règle tout. C'est des solutions qui se font à toutes les échelles. Il faut une action des politiques à tous les niveaux, que ce soit international, national ou local. Mais il n'y a pas que dans nos logements qu'il devient impossible de rester au frais. Pendant la canicule du mois de juin, c'est dans les hôpitaux que les soignants et les patients ont été écrasés par une chaleur étouffante, alors que les urgences étaient déjà sous tension extrême. Les patients ont afflué dans les hôpitaux, victimes notamment de déshydratation ou d'hyperthermie. Un afflux massif et une augmentation des malades en réanimation que l'on voit habituellement pendant des périodes d'épidémie sévères. Prenons l'exemple de la Loire-Atlantique, on a dépassé les niveaux qu'on avait en
période Covid, avec 3555 appels en 24 heures reçus. C'est vraiment une augmentation très significative de l'activité pour nous qui sommes déjà largement sollicités au quotidien. C'est variable selon les territoires, c'est entre 20 et 50% d'augmentation d'activité. Finalement, on arrive à gérer, mais à quel prix ? En période de très forte chaleur, face au nombre grandissant d'hospitalisations, le gouvernement peut avoir recours au plan Orsan pour l'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Le 25 juin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé le niveau 3 de ce plan. Il permet notamment de renforcer les effectifs en faisant appel à la réserve sanitaire ou à des étudiants et de déprogrammer les opérations non urgentes pour libérer des lits. L'hiver, on déclenche en tout cas pour certains établissements les plans blancs. L'été, on déclenche le plan Orsan niveau 3. Finalement, on constate que de l'hiver à l'été, c'est la crise quasi permanente. Dans les prochaines années, le changement climatique va inévitablement faire augmenter les besoins de soins. Pourtant, les capacités d'accueil sont de plus en plus réduites. Selon un rapport de l'ONG Oxfam, en 2024, la France avait supprimé un quart des lits d'hôpital qu'elle comptait encore en 2000. Et au rythme actuel, elle aura perdu en 2050 un quart des lits d'hôpital qu'elle compte aujourd'hui. En parallèle, selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les besoins en soins infirmiers auront cru de 50% en 2050 par rapport à 2021, rien qu'à cause du vieillissement de la population, alors que les effectifs n'auront augmenté que de 37%. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi savoir que les canicules à répétition vont menacer notre survie en s'attaquant à nos écosystèmes. Il reste difficile de quantifier les impacts de la chaleur sur la faune et la flore, notamment car il est complexe d'identifier les effets à court terme liés aux canicules et ceux à long terme liés aux sécheresses. Mais on sait déjà qu'en période de forte chaleur, les animaux ont du mal à trouver des lieux pour s'hydrater et que le risque de mortalité augmente beaucoup. Les animaux confinés dans des élevages intensifs comme les porcs ou les volailles sont les plus à risque car ils ne peuvent pas se refroidir par la transpiration. D'après les estimations de la filière avicole, entre 1 et 3 millions de volailles seraient mortes pendant la canicule du mois de juin. Les poissons aussi peuvent souffrir d'insuffisance cardiaque lorsque la hausse des températures dans les océans entraîne une baisse des niveaux d'oxygène. L'Observatoire européen Copernicus Marine a annoncé que l'océan a atteint un record de chaleur pour la saison, avec une température moyenne de 21 degrés à la surface de l'océan global, mesurée le 21 juin. Selon une étude publiée dans la revue Science, dans le pire scénario, si la température augmente de 4 ou 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, 60% des 700 espèces de poissons étudiées seront incapables de survivre dans leur habitat actuel. We see the fingerprint of climate change across all of these systems. One of the other things that the report really shows is that extreme events are increasing and their effects are rapidly changing ecosystems across the globe. So marine heat waves on land, storm events, these are driving changes to the ecosystems and species that we rely on. This is pushing species towards polar regions, it's pushing species to higher, cooler altitudes or down into the deeper, cool waters. Les arbres, eux, vont finir par s'affaiblir et dépérir si les canicules continuent de survenir sur des sols déjà très secs. À ça s'ajoute un effet sèche-cheveux qui brûle les végétaux, sous l'effet combiné des chaleurs extrêmes, de la faible humidité et du vent. Nos cultures sont donc directement affectées, entraînant une baisse de la production et une augmentation du prix de nos fruits et légumes. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la recrudescence des épisodes de chaleur menace aujourd'hui la santé et les moyens de subsistance de plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Le monde ne brûle pas qu'en France. Au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovaquie ou en Hongrie, la chaleur a battu de nouveaux records au mois de juin. Aux États-Unis, une canicule intense a frappé début juillet le centre et l'est du pays. Ces 4 dernières années, les vagues de chaleur ont déjà tué plus de 200 000 personnes en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors face aux canicules à répétition, peut-on encore freiner le désastre ? À l'heure actuelle, le réchauffement va se poursuivre quoi qu'il arrive, et la limite des 1,5 degrés devrait être franchie au début des années 2030. Les journées les plus chaudes que l'on vit aujourd'hui seront rapidement dépassées dans les prochaines années. Mais il est encore possible de limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés d'ici à 2050. Pour ça, selon le GIEC, il nous faut réduire de manière substantielle l'utilisation globale des combustibles fossiles et accélérer le déploiement des énergies bas carbone pour atteindre la neutralité carbone au plus vite. Il faudra aussi repenser nos villes, cultiver de manière durable pour réduire les impacts sur notre santé. Des changements qui ne pourront avoir lieu sans des politiques massives et immédiates à toutes les échelles. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne.